Priorité santé, Chantal Laureau. Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. Les enfants HPI à haut potentiel intellectuel, qu'on a longtemps appelés les enfants surdoués, ont une intelligence particulière, un raisonnement différent, des cheminements de pensée singuliers. Ils sont précoces, acquièrent des savoirs plus tôt et plus vite que leurs petits camarades et s'avèrent souvent hypersensibles. Des compétences et des traits de caractère nombreux, mais néanmoins pas toujours identiques d'un enfant à l'autre. Pour poser le diagnostic de HPI, un test de quotient intellectuel est proposé suite à une série d'entretiens avec un professionnel. Alors, quel suivi demandent ces enfants HPI? Comment les accompagner au quotidien et développer leurs compétences? Comment les aider à trouver leur place au milieu des autres et à devenir des adolescents puis des adultes épanouis? Autant de questions pour nos invités. Béatrice Millettre, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute comportementale et cognitive à Paris, docteur en psychologie, neurobiologiste, et vous êtes membre de l'Association française de thérapie comportementale et cognitive. Vous avez publié L'enfant au potentiel au quotidien, mes conseils pour lui simplifier la vie à l'école et à la maison, aux éditions Payot et Rivage. En duplex de France Bleu Gironde à Bordeaux, Frédéric Cluzot, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la fédération de l'ANPEP, l'Association nationale pour les enfants intellectuellement précoces, présidente de l'antenne ANPEP Aquitaine. L'association sensibilise et informe sur les enfants HPI. Elle a aussi pour mission de soutenir et de défendre les droits des parents d'enfants HPI. Et j'ajoute que vous êtes maman de 3 enfants HPI. Tout à l'heure, nous serons en ligne avec le docteur Olivier Révol, neurologue et pédopsychiatre, chef de service psychopathologie du développement à l'hôpital Mère, Femmes, Enfants des Hospices Civils de Lyon. Et il est l'auteur de 100 idées pour accompagner les enfants à haut potentiel. C'est paru chez Tom Pouce en 2021. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport. Priorité santé sur RFI. On va commencer par écouter le témoignage de Jelis, 12 ans, aîné de sa fratrie. Il a été diagnostiqué HPI il y a 6 ans. Plus récemment, on lui a détecté un TDAH, un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, une dyslexie et ainsi qu'un trouble neurovisuel qui rendent sa scolarité de plus en plus difficile. Notre reporter Raphaël Constant a rencontré Jelis, accompagné de sa maman Wahiba. Jelis, depuis qu'il est tout petit, il est très animé en fait. Il s'intéresse à énormément de choses, beaucoup plus qu'à la moyenne des enfants qu'on observe autour de nous. Et c'est un enfant qui a toujours eu soif de découverte, mais dans beaucoup de domaines, que ce soit en musique, dans le bricolage, l'apprentissage des langues. Il a sans cesse en fait de nouveaux projets. C'est quelque chose qui a été très marquant depuis son jeune âge et qui est toujours présent aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens quand et comment tu as été diagnostiqué HPI ? Et j'étais diagnostiquée en CP par une psychologue. Et est-ce que tu sais pourquoi on t'a emmené voir cette psychologue ? Moi, j'arrivais pas à rester trop assise sur ma chaise. Enfin, je me balançais et jouais. Alors en fait, en CP, Jelis, il a eu une entrée en CP assez compliquée. Sa maîtresse se plaignait qu'il n'était jamais concentré, qu'il ne terminait jamais les exercices demandés, effectivement qu'il faisait tout le temps tomber ses affaires, qu'il était agité sur sa chaise. Pas d'insolence, voilà, c'était... juste des problèmes d'attitude en classe qui dérangeaient en fait la classe. Donc ça a été très compliqué pour Jelis parce que tout d'un coup il était pointé du doigt comme un mauvais élève entre guillemets, alors que ça n'en a jamais été un. Au contraire, ses performances ont toujours été pointées du doigt par les maîtresses et tout d'un coup voilà, on le disait là t'es pas dans le cadre quoi. Et surtout qu'à la maison c'est un enfant qui est hyper gentil, hyper à l'écoute, respectueux. Et donc ce test QI est venu confirmer qu'il y avait un souci quelque part, un ennui. Et du coup ça donnait une explication pour nous en tant que parents. Est-ce que tu te souviens si on t'a expliqué ce terme de HPI ? Qu'ils ont une intelligence différente des autres. Et on réfléchit pas pareil que les autres. Enfin, ça m'a questionné un peu. Je savais pas trop ce que c'était avant, mais parce que je croyais que c'était moi qui n'étais pas normal. Le diagnostic du HPI en CP l'a beaucoup rassuré. On va dire que ça a peut-être aidé à la confiance en soi. Et justement, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce terme HPI ? Que j'ai des facilités dans le sport, à l'école. Le piano. Alors Jelis, en fait, à chaque fois qu'il réussit quelque chose, beaucoup de choses, il y arrive très facilement. Et souvent, il dit, c'est parce que je suis HPI. C'est ce qu'il en pense, lui.
Et ça, toi, ça te fait te sentir comment? De réussir, par exemple, que ce soit à l'école ou à la musique, d'apprendre plus facilement que les autres? Bah, j'aime bien et j'avance plus vite parce que je peux passer à l'étape supérieure. Et justement, à l'école, ça se passe comment? Bah, c'est l'inverse. On apprend lentement, on répétait toujours la même chose. Le niveau, il n'était pas très très haut. Et est-ce que le fait qu'on t'ait diagnostiqué HPI, ça change quelque chose pour toi à l'école? Non, pas vraiment. Et donc du coup, au fur et à mesure des années, à l'école, tu m'expliques que tu t'ennuies de plus en plus ou c'est pareil? Oui, de plus en plus. Bah, en 6e, ça allait parce que c'était une nouvelle année, on avait des nouvelles matières, j'étais excitée et tout ça. Et en 5e, j'ai commencé à m'ennuyer un peu. Du coup, on me proposait un saut de classe et j'ai pas tenu longtemps. Après, j'ai fait une déscolarisation et là, du coup, je suis à la maison. Du coup, il a mené une scolarité normale jusqu'à la 6e, en fait. Toujours des bonnes notes, des camarades, si ce n'est parfois des problèmes de concentration qui étaient relevés par les professeurs. Après, le souci, ça a été en 5e, où Jalis, il a fait un début d'année très compliqué, dans le sens où il y a une tristesse qui a apparu très rapidement dès le début de l'année, un détachement avec le collège, un détachement aussi avec ses camarades, qu'il qualifiait d'emblée de bébé. Il ne s'est fait aucun ami cette année de 5e. Mais on dirait qu'ils sont pas de mon âge. Comment ils parlent, ce qu'ils disent, ils sont un peu immatures. Et voilà, moi je sentais en tant que mère qu'il y avait un problème depuis le début de l'année, parce que je le voyais de plus en plus éteint. Quelques semaines avant Noël, subitement, Jalis n'a plus voulu aller à l'école. D'un coup, sa matière préférée, qui était les maths, il s'est mis à détester les maths. Ça a été une année, en fait, cette année très particulière pour Jalis, où on a vraiment senti une cassure dans sa scolarité. Et du coup, on a rencontré très rapidement le proviseur, qui a acté sur un saut de classe, en fait. Ça a été la solution qui a été proposée. Jalis aussi a très bien accueilli la nouvelle. Il s'est dit que c'était un défi qu'il avait envie de relever et que peut-être il y aurait plus de difficultés dans les apprentissages et que ça pourrait être moteur chez lui. Et en fait, le saut de classe n'a duré qu'une semaine. Une semaine avant laquelle il a recommencé à se plaindre en fait que c'est long, qu'on revoit toujours la même chose. Et du coup, à nouveau, arrêt de la scolarité. Donc là, depuis fin décembre, il est plus du tout au collège. Et on en recherche de solutions pour lui. Et par rapport à l'école, non, il n'y a pas eu du tout d'adaptation. En fait, nous, c'est vrai qu'on a du mal à arriver en début d'année en disant il a HPI. C'est vrai qu'on appréhendait du coup d'en parler. Il n'y a pas eu de proposition, il n'y a pas eu de demande de notre côté. C'est Jalis qui s'est adapté, en fait, tout simplement au cadre scolaire, en fait. Béatrice Millettre, que vous inspire ce témoignage de Jalis et de sa maman? On retrouve chez lui beaucoup de caractéristiques des enfants HPI. Alors, c'est un témoignage, moi, je trouve très poignant et très réel en même temps. Enfin, non pas parce que c'est lui, mais qui est le reflet de beaucoup de ce que vivent les jeunes. Donc, déjà, moi, je voulais réagir sur le thème de diagnostic. C'est pas une pathologie d'être au potentiel. C'est une singularité. Donc les gens au potentiel font partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la neurodiversité. Ça veut dire un raisonnement différent qui parvient au résultat, mais par un autre cheminement. Donc c'est pas une pathologie. C'est vrai que le mot diagnostic évoque la maladie. Voilà, c'est pour ça que c'est pas juste pour pinailler sur le vocabulaire. C'est pas une pathologie, ce qui veut dire que évidemment le témoignage nous le dit pas, mais statistiquement toutes les personnes au potentiel ont la capacité d'aller bien et statistiquement ils vont bien. S'ils allaient tous mal, ça serait une pathologie. Ça n'en est pas une. Et même, on sait, paradoxalement, à ce qu'on vient d'entendre, statistiquement, ils vont mieux que les neurotypiques, finalement, les hauts potentiels. Donc, petite parenthèse. Ce que ça m'évoque. Alors, ça m'évoque un peu de colère, quand même. Parce que on dépiste un enfant singulier et on lui propose pas, alors c'est pas forcément des aménagements, mais un éclairage sur ce qu'est son fonctionnement. Si je prends un exemple tout simple, effectivement, les enfants au potentiel sont des enfants plus intelligents. Alors après, ce qu'on met dedans, c'est compliqué, mais avec une intelligence différente, comme il le dit très bien. Dans plus intelligent, il y a une plus grande mémoire. Et on sait par exemple que, en moyenne, un enfant a besoin de 8 à 10 répétitions pour mémoriser un concept. Alors moi, c'est un exemple que je prends tout le temps parce qu'il est parlant. Un enfant à difficulté 10 à 15, le premier de classe qui serait scolaire et pas au potentiel 4 à 5, et l'enfant au potentiel, s'il écoute, si ça l'intéresse, 1 à 2 répétitions. Donc une fois qu'on a dit ça, on a posé un des problèmes de l'école, et ça veut dire que ces enfants, c'est pas qu'ils sont obligés de s'adapter dans le sens je vais me casser les pieds toute la journée, mais il faut au moins qu'on leur décrypte la règle du jeu de l'école. Si on leur dit faut répéter, je vais m'ennuyer,
Ils vont pas comprendre. Si on leur dit, on est là pour répéter parce que tout le monde doit réussir, ils peuvent utiliser à ce moment-là leur empathie. Parce qu'ils sont souvent très empathiques. Tout à fait. Tout à fait. On parle souvent d'intelligence tout court, mais moi, je trouve c'est pas moi, c'est les études nous disent c'est des intelligences. Ils ont une plus grande intelligence émotionnelle, une plus grande intelligence sociale, une plus grande intelligence écologique, une plus grande intelligence intuitive, etc., etc. Ce sont des intelligences. Donc, effectivement, l'empathie, l'intuition. Et si on les met comme tuteurs d'un copain, par exemple, alors, ça marche. Pas toujours le même copain, pas pendant 10 ans, évidemment, mais faut utiliser leurs attitudes et leur manière d'être comme des forces, en leur expliquant aussi que l'école, c'est là pour tout le monde. Et paradoxalement, j'ai envie de dire, tous ces enfants-là, on leur fait croire que l'école, c'est l'endroit où on apprend beaucoup. Donc, ils y vont enthousiastes et ils se rendent compte qu'on n'apprend pas grand-chose. Donc, il faut leur dire, l'école, on apprend des bases, pas plus. Le reste, ils l'apprendront en dehors. Parce que sinon, on n'a pas la solution. C'est pas le système scolaire est tenu de proposer des aménagements. Ils l'ont proposé dans le cadre, ils ont proposé le saut de classe. Sauf que le saut de classe, avec sa mémoire, il arrive dans une nouvelle classe, il le sait déjà. Et donc, rebelote, on voit des enfants, la plus jeune bachelière, je crois, avait 11 ans. Oui, on peut, mais ça sert à rien. Alors que si on lui apprend à tirer parti, que par exemple au collège, il y a, je sais pas quoi, le voyage à Rome, il y a les clubs d'échecs à l'heure du déjeuner, il y a les copains, il y a autre chose que juste les apprentissages, on arrive comme ça à les emmener jusqu'au bac. Frédéric Cluzot, vous avez vous-même 3 enfants HPI. Est-ce que le témoignage de Jelis et de sa maman, le désarroi de sa maman notamment, font écho à ce que vous avez vécu, ou est-ce que les choses se sont passées différemment avec vos 3 enfants qui ont aujourd'hui 24, 21 et 20 ans, je crois? Oui, c'est ça. Mes enfants sont grands maintenant. Mais effectivement, le témoignage de Jelis est extrêmement, je vais dire, poignant. Parce qu'il est le reflet de ce que les familles qui se tournent vers l'association vivent au quotidien. Et c'est vraiment effectivement alors je vais pas dire une caricature de ce qu'ils vivent, mais c'est presque ça. C'est vraiment un process et un vécu qui est répandu. Alors comme vous disiez précédemment avec Béatrice, une grande partie et la majorité des enfants HPI vont très bien. Mais effectivement, pour les enfants qui cumulent le HP plus quelque chose d'autre, là on a un TDAH et un multidys, etc., l'école est le foyer et le lieu où on se rend compte que les difficultés apparaissent, parce qu'ils se sentent en décalage et ils ne trouvent pas leur place. Donc oui, c'est assez poignant. Et en France, les enseignants sont formés ou pas à accueillir dans leur classe des enfants HPI? Ils peuvent l'être. Alors, il y a des formations régulièrement organisées par les académies, les rectorats. Souvent, c'est à leur discrétion. Ils y vont, ils s'inscrivent, ils s'inscrivent pas. Mais oui, et ils ont des formations en ligne sur leur plateforme EduScol. Ils ont un grand nombre de ressources. La difficulté, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes, enfin, sont pas tous les mêmes enfants. Un enfant dyslexique, entre guillemets, avec beaucoup de bémols, hein, c'est facile, on leur donne le manuel avec écrit plus gros, avec des dictées à trous, ils ont qu'à suivre le mode d'emploi. Un enfant au potentiel, c'est pas que ça. Donc, il n'y a pas juste le manuel qui va marcher pour tout le monde. Il y a des grandes lignes, hein, évidemment, qui peuvent fonctionner, mais il n'y a pas exactement, je prends un bouquin spécifique pour les hauts potentiels, le manuel de français adapté au potentiel. Ça n'existe pas. Tout à l'heure, on parlait d'intelligence intuitive. Quand un élève a ce type d'intelligence et qu'il juge inutile, par exemple, de justifier ce qui lui paraît évident, j'imagine que ça pose problème à l'enseignant. Oui et non. Et ça devrait pas. Ça pose problème parce que l'enseignant, si vous voulez, de manière très simpliste et réductrice, on est dans un monde fait par et pour le plus grand nombre. Le plus grand nombre, c'est ce qu'on appelle des gens neurotypiques qui sont dans la norme et qui fonctionnent, entre guillemets, en mettant un pied devant l'autre pour arriver au résultat. L'enfant au potentiel, l'adulte de même, finalement, pour lui, le résultat, c'est la première étape. C'est Archimède dans sa baignoire, ça lui tombe de la tête. Mais l'enseignant va demander de justifier le raisonnement parce que pour lui, il n'y a pas d'autre possibilité d'arriver au bon résultat. Si l'enfant, on lui dit, et l'enseignant le voit parce qu'il le voit quand même, ils vivent avec les enfants, ils les connaissent, que finalement son cheminement, c'est de commencer par la fin. Là, à ce moment-là, il va pouvoir lui apprendre à aller rechercher dans son cerveau où on veut des étapes intermédiaires qui conduisent à ce résultat juste. Et ça, il en aura besoin toute sa vie, y compris en entreprise. Et donc, on voit des enfants, par exemple, moi j'accompagnais un jeune, il était en post-bac en maths sup, et il donnait le résultat, il faisait pas de raisonnement au milieu. Ça marchait.
Frédéric Cluzot, est-ce que les enseignants peuvent avoir des préjugés à l'encontre des enfants HPI, être mal à l'aise face à ces enfants qui ne tiennent pas en place, qui ne supportent pas de rester inactifs, qui expédient en 2 minutes un exercice que leurs petits camarades vont mettre 10 minutes à résoudre? Est-ce que les parents vous ont rapporté ce genre de problème? Oui, bien sûr. Et bien au-delà, ça va... Le haut potentiel, effectivement, a la connotation du petit génie à lunettes qui sait tout. Donc, effectivement, à partir d'un moment où un enfant est repéré comme un enfant à haut potentiel, une partie des enseignants, je vais pas dire tous parce que c'est pas vrai, mais une partie des enseignants vont dire bon, ben celui-là, il a des facilités, on va pas s'occuper de lui, on va le laisser de côté, il a bien le temps d'attendre les autres puisqu'il a compris, donc il ne va pas poser de problème. Donc ça, c'est un premier préjugé. Le deuxième préjugé, ça va être de dire mais s'il est si intelligent que ça, il est en capacité d'aider les autres et il va les mettre en porte-à-faux et on va mettre ces enfants-là en tuteur alors qu'ils sont pas forcément socialement très bien en relation avec les autres et ils vont se retrouver à être tuteurs des enfants qui sont de leur classe qui sont plus en difficulté. Donc là, on arrive à des comment dire à des situations à des situations un petit peu bancales où on va mettre un enfant, on va dire t'es à haut potentiel donc t'es capable d'aider les autres et puis l'enfant lui socialement il est pas bien donc il va pas être bien et on va créer de l'angoisse quelque part par là. Ah là vous n'êtes pas d'accord Béatrice? C'est-à-dire je suis pas d'accord que socialement tous les hauts potentiels soient décalés. J'ai pas dit tous, non, c'est moi je l'ai rajouté exprès avec voilà. J'ai rajouté. Au contraire, on sait que socialement, là où ça coince, ça peut coincer, si vous voulez, parce que un enfant dans la cour de l'école, c'est un effet de groupe. Donc effectivement, vous avez des moments, ils se font malmener, ils se font dire des trucs, ils se font dire machin. Parce que les premiers de la classe n'ont jamais été vraiment... Non, mais ils sont pas toujours premiers. Ils sont pas toujours premiers. Non. Mais de toute façon, à un moment donné, vous avez un enfant qui vous fait une remarque, t'as pas le droit de jouer aujourd'hui. Et l'enfant neurotypique, encore une fois, de manière simpliste, lui, il va l'entendre, puis il sait que le lendemain, c'est terminé. Il a le droit de jouer. Puis il en fait pas un plat. Puis c'est fini. L'enfant au potentiel, avec sa sensibilité, sa mémoire, le mot juste, etc., lui, boum, ça le heurte. Et donc, si on le laisse effectivement dans cette mouvance-là, à dire « Ah, mais les autres, ils me veulent du mal, c'est tous des méchants », ça va coincer. Si on lui dit « Mais l'autre en face qui t'a dit des méchancetés », alors c'est un travail de tous les instants pour les parents, faut pas vous aller la face. Et si on lui explique qu'en fait, il a dit ça parce que lui-même, il est pas bien, parce que ceci, parce que cela, et ben après, c'est fini. Ou si moi je vois des gens, ils arrivent, ils me disent mais mon enfant il a pas d'amis et ils disent bah non parce que c'est tous des crétins, bah tu leur dis oui et le père, c'est un monsieur qui me dit mais vous savez au CE2 ils connaissent pas les exponentielles donc on peut pas leur parler. On peut parler d'autre chose que d'exponentielle. Voilà, il y a autre chose. Mais ça veut dire aussi, c'est le rôle des parents d'emmener les enfants sous le bras, de chaque jour avoir un copain à la maison, enfin pas chaque jour, mais de trimballer un petit copain sous le bras tout le temps, voir une expo, voir un machin, pour que ça s'apprend aussi la sociabilité. C'est pas tout seul dans son coin. Frédéric, comment avez-vous géré, entre guillemets, vos 3 enfants HPI? 3 enfants, 3 modèles différents avec 3 approches différentes. Donc, je veux dire, il y a autant de manifestations du HPI qu'il y a d'enfants. Donc, effectivement, on va parler de généralité, mais l'accompagnement est vraiment individualisé. J'ai 2 filles et un garçon. Je sais pas si on abordera le sujet, mais la manifestation fille-garçon chez le haut potentiel est importante aussi et elle est différente. Donc effectivement, l'accompagnement est pas le même. Moi, j'ai deux filles qui, grosso modo, ont des relations sociales et qui sont intégrées et qui fonctionnent plutôt bien. Et j'ai un petit garçon, maintenant qui est grand, c'était un petit peu plus compliqué. Mais comme le disait Béatrice, c'est un travail de tous les jours. C'est-à-dire, avoir des copains qui viennent à la maison, c'est solliciter effectivement l'école pour faire en sorte que l'enfant soit intégré dans les activités de groupe, etc., etc. Essayer dans la mesure du possible de dire, alors je parle de mes enfants, mais plus largement de tous les enfants, mais de dire effectivement, il faut que tu sois dans le groupe et tu ne fais pas l'exposé tout seul, tu travailles avec les autres pour confronter vos idées, même s'ils vont pas aussi vite que toi. Voilà, c'est de l'accompagnement au quotidien et qu'à un cas, on y arrive. Sur Facebook, Denise nous écrit du Togo. Le fils d'un ami montre des signes de haut potentiel depuis tout petit, mais sa mère refuse de le reconnaître. Comment lui en parler? Comment faire pour l'aider quand on manque de spécialistes? Béatrice Millettre, qu'est-ce qu'on peut répondre à Denise? Est-ce que beaucoup de parents sont dans le déni quand ils ont un enfant HPI?
Alors déjà, ceux qui viennent me voir, ils sont pas dans le déni. Ils viennent me Ils voir font la parce démarche, qu'ils font la oui. démarche. Donc c'est un peu différent. Mais effectivement, on peut se dire, la plupart des parents vont avoir peur de la stigmatisation. Ça, c'est un mot qui revient tout le temps. De dire, on va savoir mon enfant est au potentiel, donc pour le coup, il va être mis de côté. Enfin, il y a tout un tas de stéréotypes qui viennent par-dessus. Ce qui est pas forcément la réalité, à vrai dire. Et les enfants, moi j'en vois, enfin voilà, les copains savent, ah ben toi t'es HP, ben je savais pas, ça change rien, t'es notre copine, et puis t'es notre copain, et puis voilà. Donc pas forcément. Donc pour cette maman, moi j'ai envie de dire, c'est vrai aussi que quand même le terme de haut potentiel intellectuel, ça fait peur, ça fait prétentieux, ça fait hautain, ça fait pas très sympatoche. Surtout qu'on en parle beaucoup, on a envie de dire les instits pareil, tous les enfants sont au potentiel, il suffit de les pousser un peu, donc pouf, voilà. Donc En même temps, les institutrices se plaignent, instituteurs et institutrices disent qu'il n'y a jamais eu autant de parents qui viennent les voir en leur disant « Je pense que mon enfant est HPI ». Oui, c'est ça, mais et en même temps, je veux dire, les enseignants, dès qu'il y a un truc, ils disent faut faire le test de QI. Donc après, et moi j'en ai vu qui me disent vous me dites qu'il est au potentiel cet enfant-là, je vous crois pas. D'accord, c'est pas grave, ma petite dame. Donc c'est compliqué, mais on peut prendre un chemin de traverse. Parce que au potentiel, effectivement, ce sont des fonctionnements singuliers. Donc aujourd'hui, on a ce concept de neurodiversité dont on commence à parler beaucoup, et moi c'est un concept que j'aime bien parce que c'est neutre. Et donc si vous dites à cette maman, votre enfant peut-être il a ton fils je le connais bien, il a peut-être des fonctionnements, il a des intuitions, t'as vu, les autres enfants ils ont pas autant d'intuitions, ou il a un riche vocabulaire, donc peut-être ceci, ou il est plus sensible que le voisin. On peut prendre des chemins de traverse à partir des comportements et des attitudes de son enfant. On prendra tout à l'heure d'autres questions d'auditeurs. Nous allons maintenant retrouver à Lyon le docteur Olivier Revol. Bonjour. Bonjour Chantal. Vous êtes pédopsychiatre, responsable du centre de référence des troubles du langage et des apprentissages au CHU de Lyon, spécialiste du TDAH et du haut potentiel, et vous êtes l'auteur de 100 idées pour accompagner les enfants à haut potentiel aux éditions Tom Pouce en 2021. Docteur Revol, pourquoi les parents viennent-ils vous consulter quand ils ont un enfant surdoué ou HPI, comme on dit maintenant ? Alors, il y a deux cas de figure. Il y a un premier cas, c'est l'enfant qui, tout petit ou même un peu plus grand, s'ennuie à l'école et pour lequel on vient solliciter notre avis pour savoir si on ne peut pas le faire accélérer, c'est-à-dire sauter une classe. Ça, c'est un cas qu'on retrouve régulièrement et pour lequel on sait à peu près comment faire à partir du moment où on a un test et qu'il a les compétences pour accélérer à l'école, on le fait accélérer. Et puis, il y a le deuxième cas, et je rejoins tout à fait ce que disait Béatrice, de ces enfants qui sont neuroatypiques, qui sont différents, et cette différence, quand elle n'est pas comprise, et j'ai bien aimé le message de cette maman qui dit mais moi je sais pas, je voudrais pas, je suis dans le déni. Et quand ils sont pas compris, ça peut poser des problèmes à la fois au niveau académique, au niveau des apprentissages, mais aussi au niveau relationnel. Donc on a des parents qui ont été informés parce que la différence avec ce qui se passait il y a 20 ans ou 30 ans, c'est que tout le monde a une information sur le haut potentiel. Parfois d'ailleurs, elle est un peu erronée et qui viennent demander conseil par rapport à ça. Combien d'enfants sont concernés par le haut potentiel en France ? Alors en France, en Europe, en Occident, on parle de 3% des enfants, c'est-à-dire 1 à 2 par classe parfois. Alors comment bien aider son enfant HPI à développer son potentiel, à tirer parti de sa différence ? Alors d'abord le comprendre, expliquer, et là encore je rejoins ce que disait Béatrice, que c'est pas ni mieux ni moins bien, il est juste différent. Et d'ailleurs beaucoup de ces enfants ont un QI qui n'est pas toujours interprétable parce qu'ils sont en avance sur certains domaines et pas forcément sur tout. Et plutôt que de dire à cette maman, oui, votre enfant est à haut potentiel, on peut lui dire, il a des compétences qui ne sont pas homogènes, avec des points forts et des points faibles, et on va pouvoir l'aider, pour répondre à votre question, Chantal, en essayant de repérer ses difficultés pour finalement le remettre à niveau, pour corriger s'il a un problème d'attention, s'il a un problème de coordination motrice, ils sont souvent un peu fâchés avec l'écriture et le crayon, et pour pouvoir finalement l'aider à ce que ses compétences soient le plus homogènes possible. Une parenthèse sur le QI. On a un QI supérieur à la moyenne à partir de quel score ? Entre guillemets. Alors on dit qu'un QI est normal entre 85 et 95 par exemple, et on parle de haut potentiel au-dessus de 130. Mais le quotient intellectuel n'est pas le seul critère qui définit donc un enfant HPI. Eh bien non, bien sûr, tous les spécialistes savent que le haut potentiel, c'est bien sûr d'abord
sur le test de QI, mais une fois encore avec des particularités, puisqu'on peut avoir 140 en verbal, par exemple, et puis les épreuves pratiques ou les épreuves attentionnelles ne pas avoir 140. On est quand même considéré comme haut potentiel verbal. Mais on s'intéresse, les spécialistes, à ce qui va avec. Il y a une espèce de panoplie qui va avec l'enfant haut potentiel, qui a été bien décrite précédemment. C'est l'intuition, l'empathie, l'horreur de l'injustice, le besoin que les choses soient clairement définies, et puis alors pratiquement tous, l'empathie bien sûr, mais ce besoin de contrôle et de maîtrise. Et si à un moment donné, je perds la maîtrise de quelque chose, eh bien, je panique. Et c'est là qu'on peut avoir des crises de colère. Quels sont les risques pour l'enfant HPI à l'école? Il peut se sentir exclu, incompris, mis au banc de la classe par ses petits camarades? Les risques à l'école sont doubles. Il y a d'abord un risque académique, c'est-à-dire que si l'enfant s'ennuie, parce que imaginez un enfant en grande section de maternelle qui a déjà appris à lire et qui souvent d'ailleurs ne veut pas le montrer pour pas se paraître différent, eh bien il va s'ennuyer. Or, quand un enfant à haut potentiel s'ennuie, il pense. Et il pense pas à n'importe quoi, il pense à la planète, il pense à ses parents qui s'entendent peut-être moins bien, il pense à la maladie de sa grand-mère. Et la journée devient insupportable pour lui. Et d'ailleurs, on a beaucoup de refus scolaires anxieux à cause de ça. Et puis le deuxième risque, parce que l'école, c'est pas uniquement pour apprendre, c'est aussi pour la socialisation, c'est d'être seul dans la cour de la récré, parce que s'intéresser à l'Antiquité grecque alors que les copains jouent au ballon, eh bien, c'est sûr que ça n'aide pas à avoir des amis. Donc, vous voyez, le risque, il est double. Comment faire la différence entre un ado reclus ou un enfant surdoué qui s'ennuie? Ah oui, c'est une très bonne question. On sait qu'à l'adolescence, quel que soit notre test de QI, eh bien, on a à un moment donné envie d'être tranquille, que les parents ne pénètrent pas dans notre chambre, être un peu irritable, ne pas avoir envie de communiquer. Et ça, c'est un signe de bonne santé psychique chez tous les ados, à condition que ça ne s'exporte pas. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il est comme ça à la maison vis-à-vis de nous, puisque comme tous les ados, il doit se désengager de nous. France Gall chantait « Résiste, prouve que tu existes », donc ça c'est normal. Mais comment est-il à l'extérieur? Et si à l'extérieur on vous dit dès qu'il est à la bibliothèque, dès qu'il est à son club d'échecs, dès qu'il est avec son ou sa copine qui est comme lui, eh bien il passe des très bons moments, c'est pas un enfant qui est en difficulté. En revanche, si le côté replié, je crois qu'un bon signe d'inquiétude sur la dépression de l'adolescence, c'est le désintérêt pour les loisirs. Il a abandonné la lecture, il a abandonné un sport qu'il aimait bien. À ce moment-là, on doit s'inquiéter. Merci beaucoup, docteur Olivier Revol, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne journée. On va partir au standard où nous attendent quelques auditrices. Kevin, bonjour. Bonjour Chantal, bonjour docteur, bonjour équipe Priorité Santé. Vous nous appelez d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Vous avez une fille de 4 ans qui est en maternelle et vous vous demandez si elle est HPI. Pourquoi? Alors, je me demandais bien si elle était HPI parce que j'avais déjà observé, elle est en moyenne section, j'avais déjà observé l'année dernière quand elle était en petite section qu'elle avait déjà assez d'aptitude pour un enfant de son âge. Et aussi, comme j'avais l'habitude à la maison de la coacher, elle avait déjà assez de bons prérequis. Donc, j'ai voulu la mettre en grande section. À l'école, ils ont refusé. Mais, du coup, en moyenne section, je ne sais pas si c'est parce qu'elle est coachée avant déjà par moi, mais elle est au-dessus de la moyenne, au fait. Généralement, tout ce que la maîtresse doit lui apprendre, bon, elle connaît déjà. Donc, elle est un peu mise à l'écart par rapport à ses amis. Alors, quelle question avez-vous envie de poser à nos invités, Kevin? Là, ma question véritable, c'est de savoir quels sont véritablement les critères à partir duquel on pourrait déclarer qu'un enfant est HPI. Béatrice Milêtre. Alors les critères, je crois qu'on en a évoqué beaucoup. On a des critères d'attitudes différentes des enfants au potentiel par rapport aux enfants neurotypiques. Mais je crois que Kevin, la seule réponse que vous pouvez attendre là, c'est d'aller voir un spécialiste et de voir exactement où on en est. Parce que vous dites elle est en avance, vous dites est-ce qu'elle a de l'intuition, est-ce qu'elle a des idées qui fusent, est-ce qu'elle s'intéresse à l'Antiquité grecque ou à la mythologie, aux planètes, est-ce qu'elle a des questionnements, je sais pas quoi, sur la mort, sans que ce soit forcément de l'anxiété. Enfin, est-ce qu'elle a des questions métaphysiques? Est-ce qu'elle pose tout le temps des questions? Est-ce que ça fuse dans sa tête? Est-ce qu'elle a des perceptions super fines et aiguisées, etc., etc. Mais à un moment donné, si vous avez besoin d'une réponse aussi pour l'école, parce que c'est un peu ce qu'on entend, vous n'aurez pas le choix que de voir un spécialiste qui va vous faire le dépistage précisément. Kevin, vous avez une autre question?
Non, pas en particulier, parce qu'avant ça, j'entendais déjà ce que le docteur disait et je pense que je retrouvais déjà certaines réponses D'accord. à mes questions à l'intérieur. Ok, très bien. Merci beaucoup, Kevin. Bonne journée à Abidjan. On retourne au standard. Bonjour, Léontine. Bonjour, Chantal. Vous nous appelez de région parisienne. Vous êtes maman de 3 enfants et le cadet qui vient d'avoir 8 ans a été détecté HPI en décembre. Quelles questions voulez-vous poser à nos invités ? Alors déjà, merci de m'avoir appelé. Moi, d'abord, ma première question, ça nous tombe dessus quand on nous informe de cette nouvelle-là. Il y a différentes démarches. Mais moi, vous l'avez prise comme une mauvaise nouvelle ? Non, pas du tout comme une mauvaise nouvelle, parce qu'on avait déjà décelé qu'il avait des facilités depuis tout petit. Donc, on s'était dit, enfin, quelqu'un qui l'a constaté. Maintenant, c'est quoi les prochaines étapes ? Mais d'abord, c'était de comprendre d'où ça vient. Comment ça se fait ? On est fiers d'un côté, mais moi j'avais beaucoup de questions en se disant mais comment ça se fait, d'où ça vient, et j'ai jamais trouvé en fait de réponse à ce niveau-là. Alors après j'ai d'autres questions. Béatrice Millettre, d'où vient cette intelligence à haut ça potentiel ? vient. Il y a une partie génétique, héréditaire. Bon, on a des enfants au potentiel qui arrivent dans une famille où on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de haut potentiel dans les générations d'avant. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Des fois, on peut ne pas le savoir. Donc, on a quand même une composante un peu héréditaire à haut potentiel. Et souvent, quand un enfant est au potentiel, ça fait écho à ce qu'ont pu vivre certains parents, par exemple. Donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi un aspect environnemental, c'est-à-dire qu'on sait, de manière simpliste, moi j'utilise beaucoup de simplification, que finalement, entre guillemets, le gène de l'intelligence va être bridé à hauteur de 70% par l'environnement, et donc inversement. Ça veut dire que si on a un enfant au potentiel dans un environnement où on va pas tenir compte de sa singularité, il va s'éteindre, il va pas être plus intelligent que ça, si je peux dire. S'il est dans un terreau favorable, ça va s'exprimer. Et donc inversement aussi, si vous voulez, on peut avoir l'expression de plein de caractéristiques parce que c'est ce que disent les enseignants. Il y a des parents qui poussent et ça marche aussi. Donc vous avez déjà cette composante, je pense, héréditaire. Léontine, vous avez une autre question peut-être ? Oui, déjà, merci d'avoir répondu à cette première question. Et l'autre question, c'est quoi là, on a 2 autres enfants, l'aînée qui est très attirée par l'art, qui est bonne à l'école, mais qui n'est pas très bonne en maths, et son petit frère a vraiment des facilités impressionnantes. Et la dernière qui, elle, est en train de vraiment démontrer de très fortes aptitudes. Je pense qu'elle est tirée aussi par son grand frère et sa grande sœur. Et voilà, elle a 4 ans, elle sait déjà écrire son prénom. Enfin, donc la grande fait des réflexions en disant, encore vous m'avez pas fait aussi intelligent, c'est de savoir comment aussi bien gérer chaque enfant, la fratrie, la complicité, tout en continuant à stimuler chacun d'entre eux, s'assurer que celui qui est au milieu ne s'ennuie pas. Enfin voilà, c'est toutes ces questions-là. Comment bien gérer en fait la fratrie, donner de la place à chacun, qu'ils ne se sentent pas dévalorisés. Frédéric Cluzot, est-ce que vous pouvez répondre à Léontine ? Alors nous, au niveau de l'association, par rapport à la fratrie, on part sur le principe d'équité, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment où un enfant a passé un test et a réalisé un bilan, on en a sorti des points forts et des points de faiblesse. Et on recommande surtout s'il y a des petites filles à côté, pour une question d'équité, de réaliser un bilan aussi, non pas pour rechercher forcément un haut potentiel, mais pour lui dire voilà, ton frère il a ces caractéristiques-là, il a ses points forts, il a ses faiblesses-là, mais toi, tu as ces forces-là et tu as ces faiblesses-là, et on va pouvoir t'accompagner dans ta singularité également. Donc déjà, c'est une première approche, effectivement, un premier accompagnement dans l'accompagnement de la fratrie. Ensuite, c'est pas une compétition. C'est t'es grand, tu cours vite. Toi, tu cuisines mieux. Toi, tu vas être plus doué en français et toi, tu vas être plus doué en maths, etc., etc. C'est on donne à l'enfant et à chacun des enfants ce dont il a besoin. On ne lui donne pas la même chose, on lui donne ce dont il a besoin. Et souvent, ça peut paraître, quand on est parent, on dit mais on fait une différence dans l'accompagnement des enfants, on fait pas rigoureusement la même chose pour l'un ou pour l'autre. Et en fait, je suis pas certaine, alors j'ai 3 enfants aussi, mais je suis pas certaine que de donner rigoureusement la même chose à chacun, ça va aider chacun des enfants. En revanche, si on donne à chacun ce dont il a besoin, l'accompagnement dont il a
besoin, la liberté dont il a besoin aussi pour s'exprimer, là, je pense qu'on est dans l'accompagnement de la fratrie. Et il faut expliquer à chacun, oui, à ton frère, je lui ai donné la possibilité de faire ci à tel âge. Toi, pour l'instant, je ne sens pas que tu en sois encore à cette étape-là, on verra plus tard. Mais toi, en l'occurrence, tu peux faire ceci que ton frère ne peut pas faire. Et ainsi de suite. Et je pense que c'est de la négociation. C'est épuisant pour le parent, hein. On va pas se le cacher. Mais il faut effectivement communiquer et expliquer à l'enfant pourquoi on fait ce qu'il estime être une différence. Ah, vous parliez d'épuisement des parents, Frédéric. Il nous reste 1 minute. Quel type d'accompagnement votre association propose-t-elle aux parents d'enfants HPI qui parfois donc se sentent perdus, ont peur de ne pas savoir s'y prendre avec leur enfant et qui ont du mal à gérer cette effervescence à la maison? Eh bien, on organise ce que l'on appelle des cafés parents. C'est-à-dire que les parents viennent, alors qu'ils soient adhérents ou qu'ils soient non adhérents, ils posent leurs valises. Les enfants, c'est le moment où ils ne sont pas conviés aux activités. C'est vraiment le moment du parent. Et les parents, on vient partager de l'expérience, groupe de parole. Et en fonction des associations régionales, puisque sur tout le territoire, il y a plusieurs associations régionales, soit l'accompagnement se fait avec plusieurs bénévoles et qui animent les groupes de parole, soit d'autres régions vont s'associer avec des psychologues régionaux pour pouvoir accompagner la parole. L'idée étant de déculpabiliser le parent, parce qu'on s'aperçoit que les parents sont souvent très culpabilisés en disant « mon Dieu, je fais pas ce qu'il faut », ou ils ne se sentent plus à la hauteur de leur enfant, c'est-à-dire mon enfant est à haut potentiel, je ne suis plus légitime pour l'accompagner. Donc il y a tout ce travail de réassurance qu'il faut faire auprès des parents et je veux dire 90% de la problématique, elle est avec l'école. Donc c'est effectivement guider les parents soit vers les professionnels pour accompagner l'enfant psychologiquement, etc., mais aussi accompagner dans les démarches auprès de l'éducation nationale, qui contacter, comment faire, quels outils à mettre en place, etc., etc. Merci beaucoup Frédéric. Léontine, j'espère que ces conseils vous auront servi. Merci de nous avoir appelés. Merci Béatrice Millettre et Frédéric Cluzot d'avoir été les invités de Priorité Santé. Béatrice Millettre, je renvoie nos auditeurs et auditrices à votre livre « L'enfant précoce au quotidien, tous mes conseils pour lui simplifier la vie à l'école et à la maison ». C'est paru aux éditions Payot et Rivage. Frédéric Cluzot, je rappelle que vous êtes la présidente de la fédération de l'ANPEP, l'association nationale pour les enfants intellectuellement précoces.